Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. On va en reparler justement de Janet Yellen avec Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansardis. Julie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Janet? Enfin, qu'est-ce qu'elle ajoute? Qu'est-ce qu'elle dit de nouveau hier là, qui fait encore son petit effet sur le marché, sur le dollar qui baisse, sur les actions qui montent? Je crois qu'elle est très cohérente avec ce qu'elle a déjà dit lors de la dernière réunion de la Fed, à savoir que le mandat a changé. Alors ça provoque des résistances au sein de la Fed, puisque le mandat, sans vouloir revenir dessus, mais le mandat initial, c'est effectivement les États-Unis et le taux d'inflation. Et le niveau de l'emploi. Donc effectivement, encore une fois, si on revient sur ces deux indicateurs, il faudrait monter les taux. Ouais. Mais elle est en cohérence avec ce qu'elle avait dit en septembre, puis lors de la dernière réunion, à savoir que le mandat de la Fed ne peut plus se limiter uniquement aux États-Unis, qu'il faut regarder les principaux partenaires et également en fait l'interdépendance des économies, notamment le partenariat avec la Chine. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, elle ne peut pas s'extraire de cet environnement qui est extrêmement complexe pour la Chine. On trouvera toujours une bonne excuse. Si on se met à regarder la planète entière, enfin demain ce sera le Brexit, après pourquoi pas à nouveau la Chine. Enfin, c'est vrai. On trouvera toujours une excuse. Alors c'est vrai, en même temps, on n'a jamais eu autant, de globalisation de l'économie. Et c'est vrai qu'on peut pas non plus se permettre une situation qui se dégrade en Chine, une dévaluation derrière, avec les conséquences qu'on a du mal aujourd'hui à mesurer, mais qui pourraient être globalement assez graves. Y compris pour les États-Unis. Donc il y a ce regard un peu plus global. Elle regarde pas le monde entier. Elle se tourne vraiment vers la Chine. Est-ce qu'elle pourrait être à un moment prise au piège là alors on aura le rapport sur l'emploi vendredi, mais on attend des bonnes nouvelles comme à chaque fois désormais sous les 5% de... Sur le fond de l'inflation, là aussi, si on voit cette petite accélération se poursuivre, alors il y a plusieurs indicateurs d'inflation aux États-Unis, mais grosso modo, on est quand même proche des 2%, soit un petit peu en dessous pour l'un, soit même déjà au-dessus pour l'autre. Julie, si on voit, je sais pas, des salaires, un pick-up des salaires... C'est le dernier élément où on n'a pas d'inflation. Enfin, on parle pas, si on exclut les matières premières, bien sûr. Mais si on regarde, donc aujourd'hui, l'immobilier, les assurances, les frais de santé, tout ça, on a une inflation autour de 5% par an. Ouais. Donc le budget du ménage, il n'arrête pas, les dépenses des ménages n'arrêtent pas d'augmenter. Et finalement, le dernier bastion où on n'a pas eu vraiment d'inflation, c'est l'emploi. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. On le voit sur quoi? Sur un indicateur qui est extrêmement intéressant, qui est l'indicateur des démissions. Ouais. Et on voit une accélération des démissions. Le chômeur volontaire. Le chômeur volontaire et parallèlement à ça, une accélération des ouvertures de postes. Donc on voit bien qu'il y a une adéquation qui se fait entre le nombre d'ouvertures de postes qui s'accélèrent et les démissions qui s'accélèrent parce qu'on leur propose des salaires qui sont certainement plus en relation avec leurs attentes. Donc ça y est, le mouvement est enclenché. Donc on va devoir augmenter les taux, mais plus lentement. Et le marché sous-estime là quand même on a l'impression que le marché, il a balayé complètement à nouveau, quasiment deux hausses de taux, en tout cas en 2016. Il n'y croit pas aujourd'hui, alors que ça semble être encore sérieusement sur la table. Elle n'a jamais dit que deux hausses de taux, il fallait pas y compter. Deux hausses de taux, c'est encore dans le domaine du possible. Ouais. Elle ne le fera, à mon avis, pas avant cet été, pas avant d'avoir vu les résultats du Brexit, parce que ça serait prendre un risque trop important. Et elle est plutôt dans une logique où justement elle veut évaluer les niveaux de risque. Donc ça sera sans doute pas avant juillet. Je regardais les dates des prochaines réunions. Il y a celle de fin avril. Là, le marché c'est 0, donc n'y comptons même pas. Et après c'est le 15 juin. C'est-à-dire que le référendum c'est le 23. Donc même la réunion du 15 juin, vous dites ça va être tendu. C'est-à-dire qu'à 10 jours d'un référendum aussi important que ça, elle peut pas prendre ce risque. Elle peut pas prendre ce risque. Elle le prendra éventuellement durant l'été. En juillet ou peut-être alors juillet, il n'y a pas de conférence de presse. Tout à fait. Donc ça nous amène à septembre, 21 septembre. Ça ne l'empêche pas de prendre une décision sans conférence de presse. Elle l'a spécifié à plusieurs reprises. Est-ce que ça sera le cas? J'en sais rien. Mais s'il devait y avoir deux hausses de taux, ça ferait du sens qu'elle se passe en juillet pour laisser de l'espace, en fait, avant une deuxième hausse de taux. Quand elle nous fait sa shopping list, Janet Yellen, ce qu'il faudrait pour
les conditions qui devraient être réunies pour continuer de monter les taux. Vous l'avez dit, bon, inflation, emploi, les conditions globales, extérieures, les marchés financiers, puis il y a le secteur de l'immobilier aussi. Elle dit, il faut que l'immobilier contribue encore plus à l'activité du pays, à la croissance du PIB américain. On en est où de ce secteur immobilier, parce qu'on entend un peu tout et son contraire presque. Tout à fait. Alors c'est un secteur qui est sujet à beaucoup de controverses parce que en même temps ça va bien, mais ça va pas aussi bien qu'on aurait pu l'anticiper. C'est-à-dire que si on prend le chiffre brut, on a 1,1 million de constructions neuves qui sont attendues cette année et qui étaient à peu près le rythme de tout qu'on a eu l'année dernière. C'est en dessous de la moyenne historique et c'est bien en dessous de 2005, 2006, 2007 quand on a eu la surchauffe. Oui, donc on n'a pas forcément envie de retrouver ces niveaux-là, mais même la moyenne historique, on est en dessous. On est en dessous. Alors on est en dessous pour plein de raisons. On est en dessous parce qu'on n'a pas assez on a une pénurie de travailleurs. On est en dessous parce que les primo-accédants n'étaient pas là. On est en dessous parce que l'accès au crédit n'était pas là. Aujourd'hui, ces conditions sont réunies. Hier, on a eu un promoteur immobilier qui s'appelle Lénard. Ouais. Ce promoteur est spécialisé surtout sur des maisons, je dirais, moyen de gamme, primo-accédants, voilà. Et on a vu dans les chiffres, qui étaient excellents par ailleurs, que le niveau des primo-accédants se développait, s'accélérait de manière extrêmement significative. C'était 30% des volumes. C'était 25% des volumes l'année dernière. Donc on a enfin ce retour des primo-accédants parce qu'ils ont les revenus qui s'améliorent. D'abord, ils ont un emploi, ils ont des revenus qui s'améliorent et l'accès au crédit est malgré tout globalement très correct. Donc on a des conditions d'amélioration de l'immobilier. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver également des plaquistes, des peintres, des gens qui construisent. Ces gens-là étaient partis dans l'énergie. Ouais. Est-ce qu'ils sont revenus? L'Eldorado des gaz de schiste, oui. C'est pas sûr. Parce que dans le même temps, les prix montent. Là aussi, on a eu un indicateur hier, enfin le S&P Case-Shiller, c'est les 20 plus grosses agglomérations américaines. Il y a des prix qui montent même très vite dans certaines villes. Enfin, San Francisco, c'est connu, mais enfin, je veux dire, il y a des marchés qui s'enflamment. C'est même extrêmement impressionnant. C'est 10% de hausse encore. C'est extrêmement impressionnant. Alors, ce qu'il faut voir, pourquoi ces prix montent? Parce qu'on n'a pas assez de maisons qui se construisent. C'est-à-dire qu'on a à l'heure actuelle 4 mois de stock. Pour un marché équilibré entre un acheteur et un vendeur, il faudrait 6 mois de stock. On en a 4. Donc à partir de ce moment-là, on est dans un marché de tension et donc des prix qui continuent d'augmenter. Est-ce qu'ils peuvent aller beaucoup plus haut? Je ne sais pas. On est revenu quasiment au niveau de 2005. C'est-à-dire que on avait chuté après 2005, entre 2005 et 2009 à peu près de 45%. On a récupéré l'équivalent. On est vraiment en train de revenir à ces niveaux records-là, avec une situation complètement différente, fort heureusement. Et c'est un secteur qui peut encore s'améliorer, là, notamment sur le front des constructions. On peut espérer revoir la moyenne historique, ou est-ce que voilà, structurellement, et pour des raisons que vous avez évoquées, enfin, je veux dire, il faut pas y compter tout de suite, là. Alors, faut pas y compter tout de suite parce que la pénurie de travail est une vraie réalité. L'autre élément, c'est que les constructeurs sont beaucoup plus prudents dans leur gestion. Ils construisent beaucoup plus des logements qui sont pas des maisons individuelles, qui sont des immeubles qui vont dans le locatif. Donc il y a une évolution du secteur qui plus en plus de locataires effectivement qui s'est faite exactement. Et l'autre élément sur le marché immobilier, c'est que le prix des terrains a beaucoup augmenté. Donc pour les bilans des promoteurs immobiliers, c'est pas simple. Donc non, on va pas avoir une accélération très forte. Donc on peut avoir des prix qui restent orienté en fait à la hausse aux États-Unis. Merci beaucoup Julie, merci d'avoir été avec nous. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, des marchés américains qui poursuivent sur leur lancée après les propos très prudents, toujours de Janet Yellen hier sur la prochaine hausse de taux. Il faudra y aller vraiment avec grande prudence dans cette phase d'ajustement monétaire. On gagne quasiment 1% sur le Nasdaq, 0,75% sur le Dow Jones et à Paris le CAC 40, plus de 2% de hausse désormais, 4460 points.